merci de nous rejoindre sur ce webinaire dédié aux enjeux autour de la filière photovoltaïque. Pour replacer un petit peu ce webinaire, c'est dans le cadre de l'accompagnement du CIEMEL auprès des intercommunalités et des communes dans le cadre de démarches soit de mise en place de stratégies de développement des énergies renouvelables sur vos territoires et également aussi dans le cadre de l'identification des zones d'accélération d'énergie renouvelable qui va sûrement vous occuper dans les prochains mois, en tout cas d'ici la fin de l'année. Et donc, il nous paraissait important d'apporter de l'information en amont, notamment sur la filière photovoltaïque. Mais il y a également eu jeudi dernier un webinaire sur l'éolien. Et donc, ces deux webinaires seront accessibles en replay via un lien que nous diffuserons bientôt. Pour rappeler quelques petites règles de bon fonctionnement, merci de bien penser à couper vos micros et comme le webinaire est enregistré, si certaines personnes ne veulent pas être vues, pensez à couper également vos caméras. Nous prendrons des questions via le chat qui est à votre disposition. Et puis, donc, un temps de questions en milieu de présentation et puis un temps également d'échange en fin de webinaire. Alors, pour ce webinaire, nous serons plusieurs. Donc, je me présente tout d'abord, Gaëlle Loriot, je suis en charge de planification territoriale au sein du CIEMEL. Je suis accompagnée de Rachel Guillotot, qui est notre experte photovoltaïque, et également Élise Charleux, qui est conseillère auprès des collectivités sur les projets, émergence de projets éoliens et photovoltaïques. Et puis, en soutien, nous avons Ewen Lagadik, notre responsable du service planification, ingénierie et projet de la transition énergétique, qui répondra à vos questions sur le chat et qui prendra les questions au fur et à mesure. Voilà, donc pour démarrer une petite présentation du déroulé, donc dans un premier temps, on va vous redonner des éléments de contexte et puis quelques généralités sur le photovoltaïque pour bien préciser de quoi on parle. Également la dynamique locale, ça nous paraissait important de faire un petit zoom sur le contexte départemental. Et puis comme on veut que ce soit un petit peu interactif, on mettra à contribution via un quiz pour tester vos connaissances. Et enfin, on terminera par les outils, les acteurs que vous pouvez mobiliser pour développer des projets photovoltaïques. Et un temps d'échange, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Sans plus attendre, Élise, je te passe la parole. Merci Gaëlle. Donc, premier élément de contexte, on souhaitait vous donner quelques éléments sur le mix énergétique français actuel. Donc, pour bien mettre en avant le fait qu'actuellement, on parle de décarbonation de l'énergie consommée. Et quand on voit le graphe ici qui représente le mix énergétique actuel, on s'aperçoit qu'on a encore une grande partie de ce mix qui est composé par les énergies carbonées, les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, ou encore une partie du gaz naturel qui est carboné. À partir de là, je voulais aussi vous communiquer les différents scénarios prospectifs qui ont été réalisés justement pour voir comment ce mix énergétique qu'on a aujourd'hui va évoluer d'ici les années 2050. Et donc, il y a eu plusieurs associations et sociétés, RTE, le réseau de transport d'électricité, Négawatt ou encore l'ADEME qui ont réalisé des travaux prospectifs pour justement voir comment peut évoluer ce mix demain à l'horizon 2050. Donc, ils ont tous chacun réalisé une palette de scénarios. Et concernant la partie consommation électrique, on a parmi cette palette de scénarios un extrême qui est représenté par une sobriété maximale de la consommation électrique. Excusez pour la faute d'orthographe. Donc là, c'est les scénarios comme RTE, sobriété ou le ADEME S1, par exemple, que vous voyez sur le graphique, et qui considèrent que là, on va vraiment opter pour un maximum de réduction de la consommation électrique. À l'autre bout, vous avez un scénario qui est basé sur une technologie qui solutionne toutes les problématiques. Et là, du coup, forcément, vous avez une consommation électrique qui va être beaucoup plus importante. Si on fait la moyenne de l'ensemble de ces scénarios,
des extrêmes et en passant par toutes les parties intermédiaires, les scénarios intermédiaires, on a, quoi qu'il advienne, une augmentation de 30% de la consommation d'électricité. Donc, vous avez vu sur le graphe précédent qu'on avait à peu près un quart de notre consommation actuelle qui était représentée par l'électricité. Et sur ce quart-là, on peut estimer qu'à l'horizon 2050, on aura encore 30% de plus qui sera de la consommation, qui sera de la consommation électrique. Ça sous-entend évidemment qu'il faut être en capacité de sécuriser cet approvisionnement pour pouvoir répondre à nos besoins de demain. Du coup, ce même travail a été fait sur la partie production d'électricité. Donc, ces mêmes sociétés ont travaillé sur différents scénarios prospectifs à l'horizon 2050. Et donc, on a au même titre toute une palette de scénarios. Et vous avez donc des scénarios de production d'électricité qui vont à l'extrême avoir une production issue à 100% d'énergie renouvelable. Ça, c'est un scénario qui a été testé et qui fonctionne dans un cadre de sobriété énergétique. Et puis, vous avez à l'autre extrême, sur cette palette de scénarios, le mix qui contient le plus de nucléaire. Et là, on a 50% du mix de production d'électricité qui est représenté par du nucléaire et 50% issu des énergies renouvelables. Donc, même dans le scénario où on a le plus de nucléaire, vous avez malgré tout on peut dire 50% du nucléaire et encore 50% d'énergie renouvelable. Donc, qu'est-ce que nous enseignent ces scénarios prospectifs de production électrique? C'est que, quel que soit le scénario sur lequel on s'orientera demain, vous avez systématiquement une production d'électricité par les énergies renouvelables qui est composée à minima de 50%, à 50% par les énergies renouvelables. Et donc, dans ces énergies renouvelables, on a toute une palette d'énergies renouvelables disponibles. Par rapport à la situation actuelle, les deux énergies renouvelables qui vont avoir le plus de potentiel de progression, c'est le photovoltaïque que j'ai indiqué PV ici sur cette diapo et l'éolien. Une dernière diapo et ensuite je passerai la parole à Rachel sur les généralités sur le photovoltaïque. Donc, cette dernière diapo pour vous donner des éléments, des ordres de grandeur sur les différentes filières PV et éolien. Donc, sur le PV, le photovoltaïque, vous avez du PV en bâti, en ombrière ou en toiture, et vous avez également des parcs photovoltaïques au sol. On a ici deux comparaisons. Si on considère la consommation de 3000 ménages en électricité, ça équivaut à la production électrique de 2500 toitures équipées de panneaux photovoltaïques. Et à l'équivalence, ça correspond à 7 hectares de parcs photovoltaïques au sol. Et ces deux systèmes de panneaux photovoltaïques, cette production va être équivalente à ce que va produire une éolienne de 3 mégawatts qui a une emprise au sol, pour information, de à peu près 0,3 hectares. Donc ça, c'est pour mettre aussi le différentiel sur l'emprise au sol entre des parcs photovoltaïques et l'éolien. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de système par rapport aux objectifs visés, il n'y a pas de système qui soit meilleur qu'un autre, mais l'ensemble de ces trois dispositifs, éolien, panneaux photovoltaïques au sol ou panneaux photovoltaïques sur bâti, en toiture ou en ombrière, l'ensemble de ces dispositifs doivent être envisagés sur les territoires en fonction de la typologie du territoire pour pouvoir atteindre les objectifs fixés pour l'horizon 2050. Je vais laisser la parole à Rachel sur les généralités du photovoltaïque. Merci Élise, bonjour à tous. Là, on a parlé du solaire photovoltaïque et de l'éolien. Pourquoi on parle tant du solaire photovoltaïque? C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2022, on a ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ça veut dire quoi? Ici, sur ce graphe, vous voyez en rose les coûts de production des énergies renouvelables, donc en particulier le solaire photovoltaïque, de par sa technologie et de par tout un tas de contextes, à des coûts qui ont été nettement réduits depuis plus de 10 ans.
Et en parallèle, vous voyez que pour vendre de l'énergie, on avait aussi des prix de vente qui étaient assez élevés sur les énergies renouvelables locales, comme le photovoltaïque, et que cette courbe jaune, justement, elle aussi diminue. Donc, ce coût de production d'énergie renouvelable photovoltaïque, ainsi que ce coût de vente qui diminue, va croiser la courbe du prix de l'électricité qui, elle, comme vous le savez et vous l'avez vécu très récemment, est en forte augmentation. Donc, du coup, on arrive dans ce qu'on appelle la parité marché, c'est-à-dire qu'en gros, le solaire photovoltaïque aujourd'hui devient rentable et devient donc accessible. On a aussi associé à ça l'État qui accompagne cette filière photovoltaïque et qui a mis en place des dispositifs d'aide, notamment sur ce prix de vente, c'est-à-dire quand on fait du photovoltaïque et qu'on le vend, on a des prix de vente garantis. Donc, ça sécurise vos projets. Donc, voilà pour un peu ce changement de paradigme. En parallèle de ça, donc sur la slide suivante, on a aussi la réglementation qui évolue. Vous connaissez la loi climat et résilience, et puis la dernière loi d'accélération des énergies renouvelables. Ces lois ont mis en place des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures. Donc ça s'étend de plus en plus, et notamment dernièrement, on le voit sur les nouveaux bâtiments, sur les extensions ou rénovations lourdes, ou encore plus tard sur les bâtiments existants. Donc tout ça, c'est réglementé. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez voir un peu ce détail. Et je vais vous donner un exemple assez récent, c'est-à-dire depuis le 1er juillet 2023, donc dernièrement, il y a une obligation sur tout nouveau bâtiment neuf ou extension qui font une emprise au sol minimum de 500 mètres carrés, d'atteindre 30% en toiture de solarisation ou de végétalisation. Donc ça, c'est quand même une incitation à développer le solaire photovoltaïque, notamment ici sur le bâti. Là, tout à l'heure, Élise vous l'a spécifié, il y a plusieurs typologies d'installation. On vient de le voir un petit peu rapidement. Ici, je le rappelle, on parle de toiture, donc ça veut dire qu'on va installer des panneaux, des modules photovoltaïques sur les toits de différents types de bâtiments. Ces centrales photovoltaïques vont donc couvrir ces toitures. Dans la grande majorité des cas, bon, ça n'assure pas l'étanchéité, hein, donc on est bien en surimposition la plupart du temps. Et on a donc 5 mètres carrés de modules qui représentent à peu près 1 kW de puissance. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait 2500 toitures de 3 kW pour pouvoir atteindre la consommation de 3000 ménages. C'est pour vous donner une ordre de grandeur. Accompagné à ces toitures, on a la possibilité d'installer des ombrières. Donc ça, ce sont donc des installations neuves qui sont en général installées sur des zones de stationnement. Et là, pour vous donner une idée, c'est une place de stationnement qui est environ 3 kW de puissance. Enfin, on a les grandes centrales, comme ici au Pont de C, qui sont installées au sol, donc avec un certain nombre des grandes quantités de panneaux solaires installés au sol, sur souvent des sites dégradés, comme des centres d'enfouissement ou des friches industrielles, ce qu'on appelle des DDC. Et là, il faut imaginer qu'un hectare, c'est environ 1 mégawatt. On a la chance en Pays de la Loire d'avoir aussi une petite spécificité, c'est-à-dire ce qu'on appelle du solaire photovoltaïque flottant, sur un lac d'une ancienne carrière à Noyant-Village, et qui vient d'être inauguré d'ailleurs, et qui du coup montre aussi qu'on peut aller toucher d'autres types de sites. Et puis, je pense que vous connaissez aussi, ou vous êtes en tout cas sollicité sur ce point, on parle aussi d'agrivoltaïsme. Donc là, l'agrivoltaïsme, c'est quoi? On parle de centrales photovoltaïques qui vont aller s'installer sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, donc, dont la production agricole est l'activité principale de cette parcelle, et le projet photovoltaïque vient en second et va apporter des services à l'agriculteur. Donc là, ça peut être de l'amélioration du potentiel ou de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, une protection contre des aléas, l'amélioration du bien-être animal, les ombrages. Enfin, voilà. Ces critères-là sont très importants. Aujourd'hui, ce sont ces critères qui sont mis en avant et qui sont issus de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Et ce projet, attention, il doit être réversible. On est bien dans une activité secondaire sur ces terres. Si vous êtes amené à travailler sur des sites, qui sont dits agricoles, mais qui sont plutôt réputés dits incultes à l'agriculture, c'est-à-dire qui sont
impossibles à exploiter dans la plupart du temps. Dans ces sites-là, aujourd'hui, avec la Chambre d'agriculture, enfin la Chambre régionale d'agriculture, va mettre en place un document cadre qui va vraiment définir précisément quelles sont ces terres qui pourraient être considérées comme des terres incultes et qui pourront du coup ne pas être en activité principale agricole et du coup être aussi des sites potentiellement pour du solaire photovoltaïque. Mais on n'est pas tout à fait dans ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Il n'est pas même. Donc du coup, ces choses-là sont en train de se mettre en place. On est sur beaucoup de projets qui sont plutôt innovants ou en expérimentation, comme vous avez pu le voir peut-être dans la presse. On est en attente de décrets pour mieux définir et connaître les modalités d'application de l'agrivoltaïsme. En région, enfin sur le territoire du Maine-et-Loire, le CNL et puis la Chambre d'agriculture vont mettre en place donc une dynamique régionale autour de ce sujet pour lequel de nombreux acteurs sont en attente. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous ces sites cette typologie de sites, il faut qu'on vende l'énergie. Et jusqu'à présent, vous connaissiez tous la valorisation de l'énergie photovoltaïque en vente totale. C'est-à-dire toute la production va être réinjectée sur le réseau de distribution, réseau d'électricité, et on va vendre la totalité de cette production à un tarif qui est garanti par l'État aujourd'hui. Une autre solution de vente d'électricité est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire qu'on a un bâtiment, un site qui produit de l'électricité solaire, et sur cette électricité solaire, tout ou partie va être consommé sur le site même. Donc, on parle d'autoconsommation totale. Quand il n'y a pas de vente d'électricité, toute l'électricité produite est consommée, quelle que soit l'année ou le moment de production, sur le site même. Et dans l'autoconsommation dite partielle, on va avoir du coup une autoconsommation sur le site même d'une certaine quantité d'électricité, et le surplus qui est produit va être injecté sur le réseau et vendu à un tarif garanti par l'État. D'autres mécanismes de valorisation économique arrivent, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Là, il s'agit en fait, dit autrement, un peu d'une boucle énergétique, où on va avoir sur cette boucle, qui est en général sur un rayon d'1 kilomètre, une répartition de différents producteurs et de différents consommateurs. Donc, l'ensemble des productions d'énergie photovoltaïque, en l'occurrence, pourront être valorisées entre différents sites de consommation. Donc ça, c'est aussi régi par la loi et ça se met en place de plus en plus sur le territoire français et aussi en région. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'un autre mécanisme de vente de gré à gré qu'on appelle le PPA, Power Purchase Agreement. Et là, il s'agit en fait de valoriser l'électricité produite sur un site par un producteur qui va contractualiser de façon privée avec un ou plusieurs consommateurs. Et là, ça, c'est aussi régi par la loi. Et ces contrats-là commencent à arriver en particulier de plus en plus dans le secteur privé avec des gros acteurs qui produisent et qui consomment. Tout ça, on est bien d'accord qu'il s'agit d'une valorisation purement commerciale. On ne peut pas suivre les électrons comme là où ils vont. Par contre, on regarde ces dispositifs, on regarde qui est le producteur, qui est le consommateur. Donc, tous ces échanges dits directs sont en train de se mettre en place, sont assez émergents. L'intérêt quand même majeur de cette autoconsommation individuelle, collective ou des contrats de gré à gré, c'est qu'on développe petit à petit davantage de production en local qui est valorisée en local. Et ça nous permet quand même de bénéficier de prix fixes d'électricité et donc de sortir un peu de cette dépendance au marché de l'électricité et à la difficulté liée à la volatilité des prix. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur le photovoltaïque et je vais maintenant donner la parole à Gaëlle. Ouais, donc un petit zoom sur le contexte départemental. Alors, pour vous montrer un petit peu la dynamique sur le Maine-et-Loire, aujourd'hui, on est à 263 MW d'installés qui produisent 260 gigawattheures. Et donc ça, c'est la production 2022 qui correspond à un peu plus de 5% de notre consommation électrique annuelle sur le Maine-et-Loire. Voilà, donc on voit bien là que cette partie photovoltaïque vient commencer à répondre à la consommation électrique. Et donc, c'est une partie de la réponse sur la partie
production ENR. Cette production, elle est notamment fournie par 16 grosses installations de plus d'1 mégawatt, que vous pouvez voir représentées par le petit symbole sur l'écran, avec des différences selon les territoires, selon les dynamiques locales et surtout aussi en fonction des potentielles différences selon les territoires du Maine-et-Loire. Et donc, ces 16 installations, pour vous donner un ordre d'idée, représentent 31% de la production départementale. Donc, on voyait tout à l'heure les comparaisons que 7 hectares, donc une centrale, c'était 2500 toitures. Mais voilà, effectivement, les grosses installations vont pouvoir produire massivement de l'électricité photovoltaïque. Et pour vous donner un petit peu la tendance depuis une dizaine d'années, on est à peu près sur 11 mégawatts par an de nouvelles puissances installées sur le Maine-et-Loire. Donc la dynamique est en route et effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de projets qui sont dans les tuyaux aujourd'hui et qui pourraient permettre à terme d'atteindre les objectifs 2030 qui sont aujourd'hui là présentés, les objectifs cumulés des plans climat du Maine-et-Loire. Alors, une petite exception près, c'est qu'on n'a pas encore les objectifs de Cholet-Agglomération, puisque leur plan climat est en cours de validation. Voilà, donc une dynamique assez forte. Aujourd'hui, on peut se dire que par rapport à la production actuelle, il faudrait faire x5 pour atteindre nos objectifs à 2050. Donc, il y a encore une marge de progression importante. Ce que le graphique ne montre pas, c'est que dans tout ce qui est en fonctionnement, il y a aussi le photovoltaïque en toiture et les ombrières privées ou publiques qui sont comptabilisées. Par contre, qui ne sont pas comptabilisés dans les projets. Donc, il faudra aussi compter sur cette dynamique, qui est aussi une dynamique forte actuelle. Et donc, il va venir aussi compléter la puissance installée sur le territoire. Voilà, donc il reste encore de nombreux sites potentiels à explorer. Voilà, on pourrait quand même être susceptible d'atteindre des productions intéressantes dans les années à venir. Avant de passer au quiz, je vous propose qu'on regarde un petit peu si vous avez des questions. Donc, vous pouvez soit, on va répondre aux questions qui ont été mises dans le chat, ou alors vous levez la main et puis on ouvrira le micro. Il n'y a pas de questions dans le chat, a priori. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, monsieur Lefebvre. Oui, bonjour, monsieur, dame. Une question sur la superficie minimale qu'il faudrait pour mettre des panneaux photovoltaïques, parce qu'on a peut-être l'intention de retravailler une mini-salle d'accueil sur Jumelles, et on ne sait pas si la superficie de la toiture est suffisante ou pas pour que cette opération-là soit rentable. Alors, le minimum de la superficie serait de combien? Je pense que c'est une question pour moi. Donc, sur le bâti, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de surface minimum en tant que telle. Tout dépend surtout de l'orientation déjà de votre toiture. Il faut qu'elle soit quand même, plus elle sera exposée au sud, plus elle sera potentiellement intéressante. Il y a un certain nombre donc, de paramètres à prendre en compte pour, comme on dit, avoir une bonne toiture. Donc, si c'est un nouveau bâtiment, il faut s'assurer dans sa construction qu'il soit aussi une toiture qui soit avec une charpente et une étanchéité susceptible de pouvoir recevoir des panneaux photovoltaïques, donc que la structure soit adaptée. Ensuite, en termes de surface, en fait, tout va dépendre de ce que vous allez faire de cette production et des tarifs qui sont associés. Donc, en fait, aujourd'hui, plus vous allez avoir de surface disponible pour mettre un certain nombre de panneaux, plus vous allez avoir, comment dire, des coûts d'investissement et une rentabilité plus intéressante. Maintenant, il est, comme je le disais tout à l'heure, en termes de valorisation énergétique, si vous faites de l'autoconsommation, déjà, vous allez probablement pouvoir avoir une rentabilité meilleure. Après, ça dépend aussi de la consommation de votre propre bâtiment. Donc, c'est un petit peu difficile de vous répondre
brute, de façon très brute. Voilà. Donc, merci bien. Ah oui, si vous avez d'autres questions à propos de ce sujet, de ce projet, moi je vous invite à contacter votre conseiller en énergie qui est sur votre secteur, avec qui je travaille, et qui pourra déjà vous donner un certain nombre de premiers éléments, et on pourra regarder de votre cas en particulier. Merci. On a une question de Monsieur Saurin. Si vous voulez la poser en direct, allez-y. Oui, bonjour, Olivier Saurin, je suis en charge des transports urbains à Angers. J'avais une question, est-ce qu'il y a une distance maximale dans le cadre des PPA entre les producteurs et les consommateurs? Je pense à nos besoins en journée pour l'infrastructure tramway, donc qui sont assez importants. Est-ce qu'on peut imaginer un ou plusieurs sites distants de production, photovoltaïque ou éolien, avec un contrat sur 10, 20 ans? Et du coup, est-ce qu'il y a une distance maximum? Alors, dans le cadre des contrats de gré à gré, donc PPA, il n'y a pas de distance qui contraignent producteurs et consommateurs de se lier. Dans le cas de nous, collectivités, donc on est soumis les marchés publics, la question, elle est plus surtout en tant qu'acheteur, comment dire, vous allez devoir mettre en concurrence. Et la question, c'est est-ce que vous avez... vous ne serez pas libre, on va dire, de choisir quel producteur alimentera votre besoin. Donc, en fait, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la durée du marché. Donc, à savoir, est-ce que aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments précis d'application dans le cadre des collectivités pour pouvoir mettre en place ces PPA et assurer un marché qui soit conforme au code des marchés publics, de commande publique. Je n'ai pas encore toutes les réponses, je dis autrement. Okay. On est vraiment sur... Enfin, on défriche un peu le sujet, en fait, si je comprends bien. Tout à fait, surtout sur la partie secteur public. Vas-y, Ewen, tu veux compléter? Ouais, c'est juste pour compléter rapidement, mais on va peut-être faire une redite, mais c'est vrai que là, c'est en train de se mettre en place, c'est tout nouveau, hein, c'est la loi d'accélération pour les énergies renouvelables qui a acté ce principe-là possible pour les collectivités. Sur des engagements de long terme. Et du coup, effectivement, tout est en train d'être écrit juridiquement. Voilà, il y a plein de choses à remettre en question, enfin, côté marché public, collectivité, mais aussi côté fournisseur, hein, dans les contrats qu'ils faisaient pour les collectivités, c'est pas du tout adapté à faire du contrat de gré à gré. Donc, il y a toute une mécanique à mettre en place. C'est en train de se mettre en place, hein. Il y a des collectivités qui commencent qui travaillent dessus depuis quelques temps maintenant. Et puis, qu'est-ce que je voulais finir par dire? Oui, ce qui est important à garder en tête, c'est que de toute façon, le producteur devra être mis en concurrence. C'est-à-dire que ça restera dans le cadre d'un marché public. Donc, il faudra aller chercher un producteur et un fournisseur de compléments. Enfin, voilà. C'est ce concept-là qui est encore en train de se mettre en place et qui sera variable suivant les modèles des territoires. Sauf si c'est notre propre SPL qui met en place les infrastructures de production d'énergie. Exactement, sauf si voilà, s'il y a des possibilités de faire du in-house, et du coup, ça change un peu les règles, effectivement. Okay. Très rapidement, parce que Une autre question, oui, juste sur le décret pour l'agrivoltaïsme, puisqu'il y a une question dans le chat, mais ceux qui regarderont le webinaire ne la verront pas. Oui, on attend prochainement le décret. Alors, on a des sources qui nous disent ça arrive bientôt, et puis on a vu les services de l'État la semaine dernière. Et en fait, comme le décret n'est même pas en consultation et que la consultation dure au moins 2 mois, enfin, globalement, ça risque d'être fin d'année. Donc, voilà. Le décret agrivoltaïsme. Le décret sur les modalités d'analyse des projets agrivoltaïques. Et du coup, une question qui est posée dans le chat aussi, c'était de savoir si on pouvait avoir des précisions sur les filières de construction et de recyclage du photovoltaïque. Alors, j'imagine que les éléments de réponse doivent être dans le quiz, peut-être après. Alors, pas forcément sur les... On va déjà dérouler le quiz et puis comme on va aborder un peu ce sujet-là, je vous propose qu'on réponde à la question. Vous nous relancez si jamais on n'y répond pas. Mais on va déjà dérouler le quiz et puis comme ça, on reviendra. Vous aurez un temps de questions-réponses encore à la fin du webinaire. Et juste les sources ne sont pas les bonnes. Oui. Vous avez les sources du quiz, on s'excuse, une erreur à l'oubli. Donc vous aurez les sources du quiz dans le quiz.
Donc sur la partie quiz sondage, alors certains vont voir apparaître un petit pop-up directement sur leur écran. Sinon, vous avez peut-être en haut un outil sondage à côté des outils conversation. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur ce petit lien. Ou sinon, peut-être directement dans la conversation, ça va s'afficher pour certains, voilà, en fonction des modules utilisés. On va démarrer par une question de test, justement, pour voir si le sondage fonctionne. Donc, voilà, une première question qui vient d'apparaître, si vous êtes prêts à tester vos connaissances avec nous. Voilà, n'hésitez pas, vous cliquez et vous pouvez envoyer votre réponse. Et vous devez voir apparaître la tendance sur l'écran. Donc, voilà, on a 100% de oui. Donc, c'est parfait. On va pouvoir passer à la première question. Donc, première question, quelle est la durée de vie d'un panneau photovoltaïque? Petit 1, 10 à 20 ans. Petit 2, 20 à 30 ans. Petit 3, plus de 40 ans. Ouais, donc, normalement, une seule réponse est bonne. Donc, je pense que ça doit fonctionner à peu près pour tout le monde, j'espère. Voilà, on a les 2/3 des répondants quand même qui sont sur entre 20 et 30 ans. Et puis un tiers sur plus de 40 ans. Eh bien, la réponse, la majorité avait bon, puisqu'on est bien sûr en moyenne 20 à 30 ans de durée de vie pour les modules photovoltaïques. Sachant que, alors qu'est-ce que c'est que la durée de vie d'un panneau photovoltaïque? C'est la durée pendant laquelle on va considérer qu'il va remplir sa fonction de manière satisfaisante, puisqu'en fin de compte, les modules photovoltaïques vont, en vieillissant, perdre un peu de leur capacité. Ils vont avoir une puissance qui va baisser en moyenne de 0,5% par an, et on considère que on est à 90% de la capacité de fonctionnement maximale au bout de 10 ans, et on a perdu 20%, on est à 80% de performance au bout de 25 ans. Donc, vous voyez, 20 à 30 ans, on est à peu près dans la moyenne, sachant que l'onduleur, lui, va avoir une durée de vie de 10 à 20 ans, donc un peu plus faible. Deuxième question, combien de temps faut-il pour qu'un panneau photovoltaïque ait produit la quantité d'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication? Petit 1, 1 an. Petit 2, 2 ans. Petit 3, 5 ans. Et comme je disais, la source c'est photovoltaïque.info et réseau.pv.info, et c'est Espul qui avait produit ce quiz. Je ne sais pas si vous avez eu la question. Non. En train d'essayer de vous envoyer la question. Et normalement, ça devrait fonctionner. Oui, c'est parti. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon. Tu peux passer à l'autre. Je vais essayer de voir ce qui ne fonctionne plus. Bon, ouais. On s'excuse. Je vous donne la réponse directement, du coup. Hop, On va essayer de majoritairement. Donc, la réponse, c'est le temps de retour énergétique. C'est en fait, la question, c'était le temps qu'il faut pour que le panneau ait produit plus d'énergie qu'il n'en a fallu à sa fabrication. Ça porte le nom de temps de retour énergétique. Et le temps de retour énergétique des systèmes photovoltaïques est en moyenne de 1 an, en France en tout cas. Donc, dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, c'est la fonte du silicium qui va être la plus consommatrice d'énergie. Et parce que du coup, ça nécessite des hauteurs élevées, donc forcément une consommation d'énergie qui va être importante. Donc, au regard de la durée de vie d'un panneau qui est en moyenne de 30 ans et de l'onduleur qui est de 10 ans, on peut considérer que c'est un temps de retour énergétique qui est
très bon, excellent, et c'est d'ailleurs parmi les filières d'énergie renouvelable le meilleur temps de retour énergétique qui existe. Troisième question, comment peut-on consommer la nuit avec du panneau photovoltaïque? Petit 1, grâce à des batteries de stockage. Petit 2, grâce au mix énergétique. Et a priori, là, ça fonctionne. Donc, vous avez une seule réponse qui est possible. En fin de compte, c'est un petit piège, hein, parce que les deux... bon, je ne dis rien pour le moment. Il y a plus des 2 tiers grâce à des batteries de stockage. Et un tiers sur le mix énergétique. Eh bien, ceux qui ont répondu les batteries de stockage, ils n'ont pas faux, évidemment, mais ce n'est pas la solution qui est la plus intéressante d'un point de vue énergétique, parce qu'il faut les fabriquer, ce n'est pas forcément au point. Donc, en fait, ce que je voulais mettre en avant ici, c'était la question du mix énergétique, parce que la nuit, on ne peut pas produire, sauf batterie, mais tout un chacun, monsieur tout le monde en général, n'a pas de batterie de stockage sur son installation photovoltaïque. Donc, majoritairement, on ne peut pas produire de l'électricité solaire la nuit, sachant qu'à l'échelle nationale, la demande d'électricité en général est la plus forte aux heures solaires. Cependant, ça ne suffit pas, on a aussi des besoins en dehors, et c'est là qu'intervient justement le mix énergétique, puisqu'il y a d'autres énergies renouvelables et aussi le nucléaire, on ne va pas mettre de côté, qui produisent, eux, la nuit, et c'est tout l'intérêt du mix énergétique de travailler sur ces différents modes de production. Je passe à la question suivante. Quel est le pourcentage de terres rares en poids dans les panneaux photovoltaïques? Alors, est-ce qu'il est de 0% petit 1, de 0,03% petit 2 ou de 0,3% petit 3? Là, vous avez une seule réponse, évidemment, qui est possible. C'est assez partagé entre les 3 réponses, finalement. Il y a un peu moins de type de 0%, et puis après, il y a un petit peu de tout, en fait. D'accord, c'est bien, c'est intéressant du coup de poser les choses. Donc, il n'y a pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques. 95% des panneaux sont fabriqués à base de silicium, qui est le deuxième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Donc, c'est effectivement une sorte de fake news qu'il y a des terres rares dans les panneaux photovoltaïques. Quels sont les composants? Vous avez du verre qui provient d'un silice, de l'aluminium pour le cadre et éventuellement le support. Vous avez toutes les matières plastiques pour l'assemblage, tout ce qui est conducteur métallique, et puis du cuivre pour toute la partie câble et électronique de connexion, mais pas de terres rares. Voilà, donc la bonne réponse, c'était 0%. C'était évidemment une question un peu piège pour vous challenger. Et donc, autre question, quel est le pourcentage de recyclage des panneaux photovoltaïques? Petit 1, plus de 90%, petit 2, 80 et 90%, et petit 3, moins de 80%. Toujours, hein, les sources, elles viennent de photovoltaïque.info, donc vous pouvez y retrouver plein d'informations intéressantes. Voilà, on a une très grosse majorité à plus de 90%. On sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur cette question-là. Eh bien, c'est juste. Le taux de recyclage d'un panneau photovoltaïque est supérieur à 90%. Du coup, ça vient en lien aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque le verre, lui, bon, je vous ai cité la composition des panneaux photovoltaïques. Donc, le verre, il est recyclable à 100%. Le cadre en aluminium est recyclable également à 100%. Pour ce qui est des plastiques, ils sont souvent, alors moi je parle plutôt de valorisation énergétique que de recyclage, parce qu'on va pouvoir les transformer en granulés et les utiliser comme combustible. Le silicium, qui est le principal composant de la cellule photovoltaïque, on l'a vu tout à l'heure, lui peut être recyclé. Et puis tout ce qui est conducteur en aluminium, argent ou cuivre sont bien évidemment des matières très prisées et recyclées. Question suivante. En 10 ans,
de combien a été divisé le prix d'une installation photovoltaïque? Il a été divisé par 2, par 4 ou par 10? Alors là, on est plutôt sur une tendance entre divisé par 4, divisé par 10. Voilà. Plutôt divisé par 4. Allez, une grosse moitié sur divisé par 4. Ok. Donc la bonne réponse, c'est que ça a été divisé par 10 en 10 ans. Cela s'explique par l'engouement mondial au niveau du photovoltaïque. Et donc, on a d'une part le prix de l'installation photovoltaïque qui est divisé par 10, et en parallèle, vous avez également la production, la capacité de production des panneaux qui augmente également. Donc, on a une vraie compétitivité des panneaux photovoltaïques. Il en résulte donc plus vous installez, plus il y a de demandes, plus le prix baisse, et en même temps, plus la technologie avance, plus les panneaux sont performants. Merci. Donc voilà. Quoi dire de plus? On peut peut-être en même temps répondre à la question sur la production qui était posée tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de composants qui viennent encore de Chine, forcément. Oui. Mais il y a des filières européennes là, qui sont en train de se structurer pour créer notamment des méga factories pour pouvoir répondre aux besoins, à la nouvelle demande qui est très forte aussi en Europe. Voilà, donc on a Soren en France, qui est une entreprise française pour le recyclage des panneaux photovoltaïques. Alors ça, c'est pour le recyclage. Effectivement, il y a un éco-organisme qui a été créé pour le recyclage des panneaux. Et donc, la filière, aujourd'hui, est structurée pour ce recyclage. Donc, voilà, à la fois, là, on va jouer sur la production. Et donc, voilà, on essaie de réindustrialiser et d'essayer d'être le plus autonome possible. Donc, l'Europe, voilà, met en place les outils de production nécessaires. Et à la fois, la filière de recyclage est déjà en place. Et sur la fabrication, donc on est plus actuellement sur de l'assemblage, mais évidemment, il y a encore, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, on fait venir encore pas mal de matériaux. Dernière question du quiz. À qui revient la richesse créée par le photovoltaïque? Petit 1 aux développeurs photovoltaïques, petit 2 aux collectivités et aux citoyens, et petit 3 aux propriétaires fonciers. Et là, c'est une question normalement à choix multiple. On va voir si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne toujours pas. On a eu un problème aussi sur le précédent webinaire. Bon, on va faire un mix de vos réponses. Donc là, on a plutôt une majorité sur collectivités et citoyens. Et puis après, c'est équivalent pour développeurs photovoltaïques et propriétaires fonciers. On va aller un petit peu de tout. Les réponses sont parfaites parce que, en fin de compte, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a un vrai partage de la richesse entre les fabricants de matériel, les installateurs, les bureaux d'études, les banquiers assureurs. On a évidemment les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, qui vont bénéficier à travers les loyers de retombées économiques, les collectivités qui perçoivent les taxes, et plus si jamais elles sont partie prenante de l'installation et que du coup elles font partie de la société de projet, comme notamment dans les projets de photovoltaïque au sol. Et puis, vous avez bien évidemment le producteur. Le producteur, ça peut être le particulier qui va mettre des panneaux sur son toit, la collectivité qui va mettre des panneaux sur son toit en ombrière ou au sol, l'exploitant agricole qui aurait une exploitation agrivoltaïque. Voilà, tous les producteurs. Et on voit que du coup, aussi bien ça fait des retombées économiques pour les collectivités et les propriétaires fonciers, mais également ça crée de l'emploi à travers tous les métiers qui vont tourner autour du photovoltaïque. Et puis, je vais laisser la main. Tu as des questions? Tu voulais... Il y a 2 questions, 2 personnes qui ont la main levée. Monsieur Bré, si vous voulez, vous pouvez poser votre question. Je ne vous entends pas. Allez-y, vous pouvez allumer votre micro. Il y avait un... Vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Bré? Non. Bon, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a plusieurs mains levées. Monsieur Paris?
Allumez votre micro, Monsieur Paris. Oui, mais je crois qu'il faut pas. Ouais, vous pouvez pas? Je vous autorise à allumer votre micro. C'est bon, vous pouvez l'ouvrir maintenant. Normalement, vous pouvez décocher maintenant. Ben, on peut peut-être prendre quelqu'un d'autre en attendant. Il y a monsieur et quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc, c'est 2 personnes. Bon, on va poursuivre, mais on va vous laisser le temps pour parler. On va trouver une solution. Posez vos questions dans le chat, sinon, si vous pouvez nous écrire dans un onglet conversation, et puis on pourra répondre à vos questions. Gaëlle, je te laisse pour la dernière partie sur les outils. Gaëlle et Rachel, je vous laisse la dernière Alors, partie. effectivement, donc très rapidement, donc on venait de parler de retombées économiques. Voilà, donc il a été lancé en avril dernier une dynamique locale donc, pour le développement de projets d'énergie renouvelable dits à gouvernance locale, où en fait on va venir intégrer différentes parties, qu'elles soient publiques, acteurs citoyens ou acteurs privés dans les projets. Et donc, la formalisation sous cette forme de charte avait pour but de pouvoir faciliter la coopération et le dialogue entre des acteurs qui n'avaient pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et donc, l'objectif était aussi de partager en fait des valeurs communes, de savoir sur quoi on s'entend quand on parle de projets à gouvernance locale. Et le deuxième objectif, c'était aussi un petit peu d'outiller la dynamique et de défendre en fait ce type de projet, effectivement vis-à-vis des retombées économiques, mais pas que. Il y a aussi la question de l'acceptabilité des projets, de la qualité des projets qui vont sortir sous ce format-là, et donc voilà, de pouvoir en faire aussi un peu la promotion. Donc aujourd'hui, on est à une quarantaine de signataires et l'ensemble des intercommunalités du Maine-et-Loire ont signé la charte. Donc on peut vraiment dire que là c'est vraiment une dynamique territoriale forte sur le Maine-et-Loire. Si vous souhaitez plus d'infos, vous aurez le lien qui emmène directement sur la page dédiée sur le site du CML. Donc, une autre dynamique locale, territoriale, qui s'appelle Solaire en Anjou, qui a été initiée par le CML et l'ensemble de ses partenaires qui sont sur cette diapositive. Et en 2021, donc l'objectif était de mettre en place un programme qui permette de massifier le solaire, de solariser le territoire, aussi bien en toiture, au sol qu'en ombrière, hein, par exemple. C'est un dispositif qui s'illustre et est visible via un site web qui a été donc mis en place, qui s'appelle solaireunanjou.fr, sur lequel vous pouvez voir un certain nombre d'actualités, un certain nombre d'informations, dont certaines on a présentées ce matin. L'idée, c'est donc de faire la promotion du solaire, de cette filière, et surtout d'accompagner au passage à l'acte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au-delà de l'information, on aille vers la réalisation et l'installation de panneaux solaires sous toutes ses formes sur le territoire, donc aussi bien sur des projets qui sont portés par des particuliers, donc sur résidentiels par exemple, que des entreprises, des agriculteurs ou des collectivités. Donc pour ce faire, on s'est associé avec la Chambre d'agriculture pour bien sûr la CIB des agriculteurs, ALISE, l'association régionale, sur comment dire, la promotion notamment du solaire et la rénovation énergétique auprès des particuliers. Atlanson et Horace, qui sont des partenaires dédiés à la cible entreprise, Atlanson étant le représentant de l'ensemble des acteurs de la filière solaire régionale. Et enfin, l'ensemble des communautés de communes, PCI du territoire, qui sont associés à ce dispositif. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place? Je pense que tu peux mettre juste après. En fait, on a mis en place notamment un accompagnement les uns et les autres pour cibler ces différents types de porteurs de projets. Donc là, je vous ai remis qui s'occupe de qui. L'idée, c'est quand même de pouvoir répondre aux questions sur la cible particulière. Par exemple, il y a un certain nombre d'animations qui sont portées et coportées avec les Comcom et les CML sur le territoire pour sensibiliser, informer et faciliter la mise en œuvre des projets. Atlanson comme Horace sont des acteurs qui aussi comment dire, apportent des réponses collectives auprès des entreprises, et puis la Chambre d'agriculture auprès des agriculteurs. Et nous, CML,
auprès de l'ensemble des collectivités, communes et EPCI. Vous pouvez notamment donc, contacter votre conseiller en énergie si vous avez des propositions de projets et que vous souhaitez en savoir plus. Après, comme vous l'avez vu, on est plusieurs aussi collègues qui sont en appui de nos conseillers en énergie pour aider chacun des acteurs publics, collectivités, à monter son projet photovoltaïque. Voilà, donc l'idée de ce dispositif, c'est vraiment de faciliter la mise en œuvre des projets solaires en Anjou. Et si vous voulez en savoir plus aussi, n'hésitez pas à aller sur le site web solairesenanjou.fr. Du coup, je ne sais pas si on a pu résoudre notre problème de... Le micro, je ne crois pas, mais M. Paris a pu poser sa question dans le chat. Du coup, la question, c'était sur les notions d'autoconsommation partagée. Est-ce compliqué? Et une deuxième question sur les tâches et les coûts d'entretien d'une installation en toiture. Alors, sur ce qu'on appelle l'autoconsommation partagée ou autoconsommation collective, est-ce compliqué? Alors, le principe semble simple, mais effectivement, ça nécessite un certain nombre d'actions à mettre en place. Il y a plusieurs modèles aussi de partage de l'énergie. On peut être une collectivité qui développe son installation solaire sur le toit de sa mairie et partager cette électricité sur l'ensemble de son patrimoine public. Là, on parle d'autoconsommation collective patrimoniale et dans ce cadre-là, c'est assez simple. Je vais dire ça comme ça. Après, on peut aussi mettre en place ce type d'opération en partenariat avec des acteurs publics, un tiers investisseur privé ou parapublic comme Alter Énergie. Dans ces cas-là, on a un montage un petit peu plus compliqué. L'objectif que l'on a au sein du CML, néanmoins, c'est quand même d'essayer de faciliter cette mise en œuvre qui est d'une complexité surtout administrative et juridique. Et pour essayer de simplifier cette mise en œuvre, on est en train de s'outiller et de se proposer pour faciliter ces opérations. Pas rentrer dans le détail complet de ce type d'opération, mais si vous souhaitez en savoir plus et si ça vous intéresse pour vos projets, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller en énergie et moi je viendrai en appui pour vous expliquer plus en détail ce type de projet. Sur les tâches et coûts d'entretien d'une installation en toiture, je ne connais pas les coûts, je sais simplement qu'aujourd'hui, effectivement, il faut effectuer un certain nombre de nettoyages des panneaux solaires de façon régulière. Selon les dires de certains installateurs, certains vont promouvoir un nettoyage annuel, mais la réalité est plutôt sur quelque chose entre 2 et 4 ans, entre tous les 2 ou 4 ans, 3 ans, un nettoyage qui doit être réalisé. Donc ça encore, je pense que c'est des informations qui vont être aussi en fonction des aléas climatiques. Vous avez déjà entendu parler des tempêtes de sable, des choses comme ça. Enfin, tempêtes, disons, on récupère du sable du Sahara et dans ces cas-là, effectivement, ça peut être un point délicat à traiter et en général, il y a beaucoup plus de demandes de nettoyage de panneaux dans cette période-là. Mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et je pense que c'est des prestations qui se font très facilement aujourd'hui sur le territoire et n'hésitez pas à poser vos questions dans ces cas-là auprès d'un bureau d'études ou d'un installateur si vous souhaitez en savoir plus. Et pour compléter, sur les panneaux au sol, c'est souvent, il n'y a pas de prestations de nettoyage qui sont proposées d'office. C'est effectivement au coup par coup en fonction d'une problématique et d'un aléa climatique particulier qu'on va venir nettoyer les panneaux au sol. Mais sinon, il n'y a bien souvent pas de prestations prévues par les installateurs parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire dans l'absolu. L'autre question, c'était est-ce qu'une installation photovoltaïque est amortissable financièrement? Si oui, a-t-on un ordre d'idée? Alors oui, c'est amortissable. Après, on peut parler d'un indicateur qui, en général, parle à beaucoup de monde, c'est le temps de retour de ce type d'installation. Je pense qu'il faut prendre plusieurs cas de figure. Si on prend la cible entreprise, des entreprises qui ont un bâtiment neuf, qui ont une toiture qui est viable pour le solaire photovoltaïque assez facilement, on peut avoir des retours d'investissement qui sont bien inférieurs à 10 ans, donc plutôt entre 5, 7, 8 ans. Après, ça dépend
de la quantité de panneaux, d'un certain nombre de sujets comme qu'est-ce qu'ils consomment, etc. et du modèle donc qui est défini par l'entreprise qui va installer. Après, on va avoir un autre cas qui peut vous concerner en tant que commune, quand on est sur du patrimoine public existant. La question de cet amortissement va être sur une durée un peu plus longue en général, pas tant que vous êtes un acteur public, mais plus parce qu'on est sur du bâtiment existant et que avant de pouvoir installer, il faut s'assurer que la structure va tenir et parfois on a donc bien souvent des coûts qui sont associés au renforcement de la structure. Et ça rallonge forcément le temps de retour. Après, je vais encore ajouter une couche supplémentaire. Si vous valorisez votre énergie sur vos propres consommations liées à votre patrimoine public, on réduit ce temps de retour. Donc, je n'ai pas de valeur précise. En général, ça peut être entre 10 et 15 ans, mais ça dépend vraiment de votre projet. Et je pense que ce qu'il faut regarder avant toute chose aussi, c'est quels sont les impacts de ce type de projet sur vos coûts d'électricité en général liés au patrimoine public. Là, je parle en particulier de l'autoconsommation que vous avez appelée partagée ou collective. Dans ces cas-là, on peut mettre en place des projets qui vont avoir un impact positif, je dirais, sur la facture d'électricité. Je remonte un peu dans les questions. Il y avait des questions en amont qui étaient sur est-ce qu'il y a des terres rares dans les onduleurs? On a parlé peut-être plutôt des panneaux, mais je ne sais pas si c'est l'installation globale qui était prise en compte. Oui. Non, c'était sur les panneaux qu'il y avait une réponse. Je ne pourrais pas vous répondre avec certitude, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait des terres rares dans les onduleurs. C'est un dispositif qui a pas. Vas-y, tu as des informations. Non, après tout ce qui est électronique, électronique de puissance, etc. Après, ça dépend un peu des choix des fournisseurs et des entreprises qui développent ces produits électroniques. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, absolument. Ouais. Mais après, de là à dire combien il y en a, on peut en tout cas prendre la question et se renseigner un peu plus et vous répondre dans un second temps pour éviter de dire des bêtises. C'est ça, aujourd'hui. Merci. Une autre question sur l'utilisation des voitures électriques. Pourra-t-on utiliser les batteries des voitures électriques de nuit comme moyen de stockage? Du coup, j'avais déjà répondu dans le chat, mais effectivement, pour le replay, il vient d'avoir la réponse. Effectivement, qu'à terme, les voitures électriques sont des batteries, des moyens de stockage roulants. Du coup, ça sera partie intégrante effectivement du système énergétique de demain et ça permettra de la flexibilité et de garantir l'équilibre offre-demande. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de véhicules électriques en service et puis c'est encore un peu expérimental. L'utilisation comme vrai moyen de flexibilité du système électrique, mais c'est dans toutes les études prospectives, c'est effectivement un point qui viendra dans les années qui viennent. Pas d'autres questions, je ne sais pas si... Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir en direct? Ou peut-être on a fait le tour. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on a tenu le timing, donc c'est impeccable. Vous pourrez donc retrouver le lien en replay et nous le diffuserons très prochainement. Et puis donc pour les questions, vous avez également les contacts que l'on vous a présentés et auprès desquels vous pourrez également aller chercher de l'information. Voilà, écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.